Merci, merci. Écoutez, bonsoir à tous. Je vous présente effectivement Lucie, une reconstitution. Il y en a pas mal, et j'ai choisi la moins dévalorisante. Hein, parce que certains. Ah oui. Alors, mon exposé comportera deux parties. La première partie, je vous proposerai une enquête sur la découverte, de Lucie, française ou américaine, on verra. Dans la deuxième partie, nous verrons quel est peut-être le rôle de Lucie dans l'évolution, dans l'évolution des hominidés, où se place-t-elle, quelle place a-t-elle? Lucie, la voilà, en fait, voilà ce qu'il en est resté. Un squelette complet à 40%. Si l'on regarde un petit peu, on voit que le bassin, il y a une bonne partie du bassin, le coccyx, le sacrum, un fémur, le fémur gauche, pratiquement un tibia, un bout de péroné droit, les deux membres supérieurs, mais pas les extrémités, pas les mains et pas les pieds. On y reviendra parce qu'on verra une main de la même époque. La cage thoracique, bonne partie. Et puis au niveau de la tête, vous voyez la mandibule. Je vous demanderai de faire attention, cette mandibule est enlevée. On en reparlera. Le crâne, pratiquement rien, si ce n'est quelques fragments osseux. Alors, ce squelette a été découvert à Adar, en Éthiopie, le 24 novembre 1974, c'est-à-dire que dans quelques jours, nous fêterons les 51 ans de la découverte de Lucie. Cette découverte se fait sur une colline d'Ar. Vous verrez tout à l'heure qu'il s'agit, qu'on est sur un site avec énormément de collines qui font entre 50 et 100 mètres d'altitude. Et sur cette colline, ce jour-là, il y a 4 personnes, 2 Américains et 2 Français. Et les 2 Américains, c'est Johansson et son élève Tom Gray. Tous les deux sont anthropologues ou paléo-anthropologues. Et puis il y a 2 Français, c'est Nicole Page et Pierre Planck, qui sont là pour faire les relevés. Pour faire les relevés, il n'y a pas de carte, donc il faut faire tous les relevés topographiques pour réaliser une carte et situer précisément les secteurs. Vous voyez que Lucie est nommée Australopithecus afarensis, Johansson et White, ce qui signifie que c'est Johansson et White, Donald Johansson et Tim White, qui ont décrit Lucie et qui l'ont nommée. Ça s'est fait 4 ans après, en 78, hein, et vous allez me dire, la découverte, elle est américaine. Sauf que si l'on regarde un petit peu sur Internet, on nous propose tout de suite qui a découvert Lucie, et on voit apparaître effectivement Coppens, Yves Coppens. Alors, on en reparlera. On parlera des relations entre Johansson et Coppens. Vous voyez que Johansson, White, Coppens, en 78, publie
publie une nouvelle espèce du genre Australopithèque appartenant au Pliocène dans l'Est africain. Cette publication a lieu dans une petite publication, Kirtlandia numéro, enfin c'est en 78, c'est tout bêtement une publication qui se fait dans le laboratoire de Johansson. C'est une petite publication, alors que la même année, en 78, dans la prestigieuse revue Science, on verra apparaître la même publication, mais avec les deux noms, Johansson et White. Coppens n'apparaît plus. Alors, je vous propose d'enquêter sur cette découverte. Nous sommes au début des années 60 et nous sommes à Meudon, au laboratoire du CNRS du Quaternaire, dont la directrice est Henriette Alimène. Henriette Alimène a été présidente de la Société de géologie de France. Elle est très connue pour avoir travaillé sur en bassin parisien, elle a expliqué la formation des grès de Fontainebleau. Ces grès appartiennent à l'étage oligocène, à l'étage stampien dans la période oligocène. L'étage stampien, ça n'est plus valable. Je le cite simplement parce que le stampien avait été décrit au XIXe siècle par un Rochelet, à savoir Alcide d'Orbigny. L'étage a été revu plus récemment et redéfini en Belgique et s'appelle maintenant le rupélien, entre 28 et 33 millions d'années. Alors, que vient faire Henriette Alimène ici? C'est une... vous l'apercevez ici, c'est la petite dame. C'est la petite dame qui prend la photo, là. Là. Et cette photo... Quoi donc? Vous ne la voyez pas. C'est pour ça, j'allais oublier. Elle est prise ici en 67. C'est un personnage que certains connaissent qui est là. Hein, voilà, c'est Théodore Monod. C'est en Mauritanie. Théodore Monod a réuni des préhistoriens et Henriette Alimène est présente ici. Donc, cette dame est très croyante et elle a beaucoup d'admiration pour un jésuite qui a eu au début du XXe siècle quand même une certaine célébrité, enfin une certaine reconnaissance en tous les cas. C'est Pierre Teilhard de Chardin, qui a travaillé, je pense que certains le savent, c'est un préhistorien. Il a travaillé en Chine et en Éthiopie. Et donc, Henriette Alimène a beaucoup d'admiration pour lui parce que Teilhard de Chardin, dans la première partie du XXe siècle, a cherché à comment dire, rendre compatible la genèse d'une part et l'évolution d'autre part. Il faut savoir que la théorie de l'évolution ne sera reconnue par l'Église catholique qu'en 1950. Hein. Donc, Henriette Alimène s'intéresse à l'Éthiopie par l'intermédiaire de Teilhard de Chardin, et on vient de l'informer que l'on a découvert en Éthiopie un gisement riche, et elle envoie... pourquoi ça passe pas? Elle envoie un de ses chercheurs en Éthiopie, c'est Jean Chavaillon, qui va regarder un petit peu ce gisement
enfin d'outils préhistoriques datent de la Coléinte. Ce sont des bifaces et des galets aménagés qui ont quand même 1,5 million d'années. Hein, et c'est à peu près à 40 ou 50 kilomètres au sud d'Addis Abeba. Et donc, Chavaillon va voir ce qui se trouve là-bas. C'est quand même particulièrement spartiate, surtout à l'époque, dans ce pays. Et il revient pour demander à Madame Alimène de lui fournir un géologue. Enfin, il lui dit, moi je prendrai la préhistoire, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais quelqu'un qui soit costaud parce qu'on est dans des conditions particulièrement difficiles. Alors, ce pays, l'Éthiopie, le voilà, c'est l'ancienne Abyssinie, mais toute la partie nord a fait sécession à la suite d'une guerre fratricide. C'est l'Érythrée qui est devenue indépendante. Hein, et donc on voit ce pays qui n'a pas d'accès à la mer en fait, avec à l'est la Somalie, à l'ouest le Soudan, actuellement le Soudan Sud. C'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Il y a eu des tentatives, plusieurs tentatives de la part des Italiens qui notamment ont reçu une bonne dérouillée et puis aller se battre avec les Éthiopiens. Il fallait regarder à deux fois parce que ils avaient la fâcheuse habitude de, quand ils faisaient un prisonnier, de l'émasculer. Donc vous imaginez que ça ne plaisait pas à tout le monde d'aller faire du tourisme, entre guillemets, en Éthiopie. C'est un pays de haut plateau. La plus grande partie de ce pays se situe. Alors, c'est un pays qui se situe juste au nord de l'équateur, hein, donc théoriquement avec un climat équatorial, sauf que la plus grosse partie du pays se situe entre 1500 mètres et 2500 mètres, avec en plus des monts qui dépassent 3000, ce sont la plupart du temps, ce sont des volcans. Mais comme c'est un pays à une certaine altitude, vous voyez qu'il y a énormément de cours d'eau. Sur l'ouest, les cours d'eau descendent vers le Nil et au milieu de l'Éthiopie, il y a une dépression qui constitue la partie nord du grand rift africain. On en parlera. Et donc, dans cette partie plus ou moins effondrée, coulent non pas une, mais deux rivières. Deux rivières dont nous allons reparler. L'une coule vers le nord, c'est la Wash. Vous avez Addis Abeba ici, et vous avez à peu près là Melka Touré, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les bifaces. Pourquoi une rivière? Parce que ce cours d'eau se jette finalement dans un lac, le lac Abé ici, qui est à la frontière de Djibouti. Djibouti, maintenant, c'est le territoire des Afars et des Issa. Deuxième rivière, qui prend sa source également, sur les plateaux, c'est l'Omo, rivière qui, elle, se jette ici dans le lac Rudolf, ici, c'est le lac Turkana actuellement. Donc, ces deux rivières, on va en reparler. Henriette Alimène va proposer à Chavaillon non pas une personne pour l'aider, mais deux personnes. Maurice Taïeb est géologue. Alors,
il est tunisien par son père, il est français par sa mère, il est né à Bizerte, comme mes enfants, mais ça n'a rien à voir. Et donc, il fait ses études à la Sorbonne. Il est devenu géologue, il cherche à faire une thèse. Et il se tourne vers. Alors, il est allé du côté de la Mauritanie, mais faire de la géologie en Mauritanie, où tout est plat, et à part effectivement tout ce qui est quaternaire avec les dunes. Donc, il cherche, il a demandé à Henriette Alimène si elle pouvait lui trouver, si elle pouvait lui trouver un sujet de thèse. Deuxième personne, c'est, alors, vous avez bien entendu Maurice Taïeb ici, avec sa fameuse gauloise, il paraît qu'il passait son temps donc avec ses gauloises. Et puis, deuxième personne, ici, c'est Raymonde Bonnefille. Raymonde Bonnefille, c'est une jeune femme extrêmement brillante. Elle est issue de la Haute-Loire, une famille de paysans. Mais comme elle est brillante, elle va faire l'école normale de filles, et puis derrière l'école normale supérieure, terminée par une agrègue de sciences nat, option géologie, et elle enseigne 2 années au lycée à Bourges. En fin d'études d'école normale, elle fait un diplôme de fin d'études avec Henriette Alimène. Henriette Alimène lui propose de travailler sur les pollens. Les pollens, l'étude des pollens, c'est à l'époque relativement nouveau. C'est la femme de André Leroy-Gourhan qui a commencé en France juste après la guerre à travailler sur les pollens. Et donc, Henriette Alimène propose à Raymonde Bonnefille de travailler sur les pollens des astéracées, c'est-à-dire des composés sahariennes. Bon, elle a fait ça, mais Henriette Alimène s'est rendu compte que c'était une jeune femme extrêmement sérieuse, donc elles sont restées en contact, et après ces 2 années d'enseignement à Bourges, elle lui propose de faire une thèse. Et elle lui propose de faire une thèse en Éthiopie sur les pollens, parce que c'est totalement inconnu à l'époque. Donc vous avez 2 personnes qui vont se trouver et travailler avec Chavaillon. En réalité, au milieu des années 60, il y a 3 équipes de Français qui travaillent en Éthiopie. Tout à fait au nord, dans la dépression de l'Afar, où il se trouve la plupart du temps en dessous du niveau de la mer. Il y a une équipe qui est dirigée par Haroun Taziev, qui s'est associé avec son grand copain, volcanologue comme lui, italien, Giorgio Maridelli, et ils vont travailler plusieurs années pour démontrer que on se trouve à ce niveau-là sur une zone bien particulière. Le rift, c'est ici une zone d'accrétion. On vient de montrer que la dérive des continents de Wegener, c'était pas totalement utopique. Par contre, on n'avait pas de moteur, et ce ne sont pas les continents eux-mêmes qui dérivent, ce sont des plaques. Vous en avez entendu parler, et vous avez les zones d'accrétion. La zone d'accrétion, c'est le secteur où les deux plaques se séparent. Ici, c'est 3 plaques. Taziev va d'ailleurs, parce qu'on a à ce moment-là à disposition les lasers, Taziev va calculer la vitesse d'écartement des plaques, qui est importante. Amel Kakou Touré
par contre, on a Chavaillon, on a Raymond de Bonnefille et on a effectivement Tazieff, Maurice Tazieff, Maurice Taïeb. Et la troisième équipe, c'est l'équipe de Camille Arambourg. Alors là, on se trouve sur la basse vallée de l'Omo, juste avant le Kenya, et on a trois équipes. Une équipe qui est dirigée en fait par Coppens, parce que Camille Arambourg est âgé à ce moment-là. Il va venir sur le terrain, il viendra jusqu'à sa mort. La deuxième équipe, c'est l'équipe de la famille Liquet, Louis Liquet, avec son fils Richard et sa femme Marie. Alors, les Liquet sont extrêmement célèbres à ce moment-là parce qu'ils ont découvert, notamment en Tanzanie ou même plus bas, ils ont découvert non seulement des australopithèques, mais aussi des restes d'hominidés genre Homo. Alors, notamment deux australopithèques, l'Australopithecus l'Australopithèque gracile et un autre australopithèque dit robuste. Vous l'avez peut-être vu avec une crête sur le crâne. Bon. Et puis, ils ont découvert également les restes d'un Homo, genre Homo habilis parce qu'il est associé à une industrie lithique, c'est-à-dire à des outils de pierre. Et puis, une troisième équipe, c'est l'équipe de Clark Howell, qui est une équipe américaine. Comment est-ce que ça s'est fait, ça? C'est en fait, en 1901 et 1902, il y a, j'allais dire, un hurluberlu. Bon, c'est un garçon qui est dans la trentaine, qui ne sait pas quoi faire de son argent, parce qu'il a beaucoup d'argent. Il s'appelle Dubourg de Bozas, c'est un Français, qui imagine de traverser l'Afrique d'est en ouest. Il veut partir de Djibouti pour arriver à Dakar. Il va faire une partie du chemin. Alors, en 1901, je ne vous dis pas, hein, il est attaqué, il part avec une centaine d'hommes armés, etc. Bon, il n'ira pas plus loin que le Congo, où il meurt, victime d'une fièvre équatoriale. Mais il a eu le temps d'envoyer au muséum des fossiles qu'il a trouvés dans la basse vallée de l'Omo. Et ces fossiles se trouvent au muséum, et Arambourg, qui est au muséum, les voit évidemment, et il s'aperçoit que ce sont des fossiles extrêmement intéressants, et il les date aussitôt 3 millions d'années. Dans les années 30, Arambourg, qui travaille tout seul, va se débrouiller pour aller en Éthiopie, dans la basse vallée de l'Omo. Il va rapporter, donc il va voir un petit peu ce qui se trouve, il va rapporter encore quelques fossiles. Il n'a qu'une idée, c'est revenir. Et comment l'opportunité a-t-elle lieu? C'est qu'à ce moment-là, le Kenya vient d'obtenir son indépendance. Kenyatta, le nouveau président, est très copain avec les Liquets. Ils se connaissent très très bien. Donc il invite les Liquets à une rencontre avec le Négus Haïlé Sélassié, parce que Kenyatta, voulant avoir de bonnes relations avec son voisin éthiopien, l'a invité. Et donc le Négus dit, mais vous avez trouvé des ancêtres de l'homme, pourquoi il n'y en aurait pas dans mon pays? Et Liquet, qui connaît très bien Arambourg, il dit, mais pourquoi pas voyez
vous pouvez voir du côté des Français, vous avez un paléoanthropologue français à Hambourg qui a déjà travaillé chez vous. Mais Leakey est aussi très copain avec Howell. Donc, ces trois équipes vont se retrouver dans la basse vallée de l'Omo, chacun avec un camp. C'est la raison pour laquelle alors, voilà. Alors, un mot sur Clark Howell. Vous l'avez ici. Vous avez ici. Non, zut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Alors, Clark Howell. Vous avez ici Johansson. Vous avez ici, vous la reconnaissez, Raymond Bonnefille. Et vous avez ici un Belge de Heinzelin qui est en fait le géologue, le géologue de l'équipe. Alors, ici s'installe Clark Howell a fait des recherches notamment en Espagne. Il a complètement révolutionné la paléoanthropologie aux États-Unis. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Il délègue l'organisation à deux de ses thésards, Eck et Brown, on en reparlera, et il recrute, enfin, je ne devrais pas dire il recrute, Johansson s'impose. Il fait sa thèse, c'est chez Howell, il fait une thèse sur les chimpanzés. Et en fait, il mesure toutes les dents, les crêtes, etc. Il fait une étude statistique. Il y a 300 chimpanzés, crânes de chimpanzés modernes aux États-Unis. S'il veut faire une étude statistique, il lui en faut plus. Il vient en Europe, il vient à Paris, il vient à Londres, où il sait qu'il en trouvera. Et puis, il en profite pour aller rendre visite à Leakey. Et puis, il dit à son patron, il lui dit, mais puisque je suis chez Leakey, est-ce que je ne pourrais pas venir travailler avec vous? Donc, ça s'est fait un petit peu comme ça, il s'est plutôt imposé. Et donc, il va devenir le compagnon de Raymond Bonnefille, qui la première année est au campement français. Si je vous dis ça, ça n'est pas par voyeurisme, c'est parce que ça va avoir une importance considérable dans notre enquête, une grande importance. Alors, pendant ce temps-là, donc vous avez compris que dans la basse vallée de l'Omo, Coppens, il a recruté Chavaillot, il a recruté Bonnefille, il les a fait venir. Donc, ils ont quitté Belka Touré au sud d'Addis Abeba. Et celui qui est resté là, c'est Maurice Tayeb. Maurice Tayeb se rend compte très vite que faire sa thèse à Belka Touré, c'est trop limité. Il s'aperçoit, enfin, il navigue un petit peu et il se rend compte que la vallée de la Wash est intéressante, que rien n'a été fait, et il propose à sa patronne d'élargir le domaine de sa thèse. Toute la vallée de la Wash, c'est quand même énorme, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc, vous avez la vallée de la Wash ici, et donc, dès la deuxième année, Tayeb, il est thésard, il n'a aucun moyen. Il est marié et il a déjà 2 enfants. Donc il peut pas il n'a pas grand moyen. La première année, il utilise un bourricot pour naviguer. Il se rend compte qu'il ne peut pas aller bien loin. La deuxième année, il achète une voiture, une Land Rover d'occasion. Ils achètent ça à 3 parce qu'il n'a pas les moyens. Hein. Donc,
il va, alors, il n'est pas méditerranéen pour rien. Il a vraiment une accroche avec les personnes. Il s'entend très bien. Il s'entendra très bien avec Johansson, il s'entendra très bien, effectivement, avec tout le monde. Et il va avoir des opportunités. Par exemple, par exemple, il va prendre contact avec Bob, c'est un Américain, Bob Citron. Les Américains sont installés, ils sont pas nombreux, à côté d'Addis Abeba parce qu'ils ont installé là une station pour pouvoir suivre les satellites. On est au début, hein, ils viennent de lancer des satellites euh, à, euh, comment dit-on, euh, qui passent par l'équateur. Donc, pour les suivre, ils ont installé à côté d'Addis Abeba une station. Le Bob Citron en question s'intéresse en plus à la préhistoire. Et lui, il a un véhicule tout neuf. Il va emmener, effectivement, il va emmener Taïeb. Il va l'emmener dans la basse vallée de l'Omo. Et Taïeb se rend compte très vite que cette basse vallée, que les Italiens imaginaient comme n'étant que volcanique, elle est intéressante parce qu'il y a du sédimentaire. Et le sédimentaire en question, ce sont des marnes qui ont été déposées par un lac. C'est-à-dire que toute la basse vallée toute cette basse vallée, autrefois, a été occupée par un immense lac. Hein, et on y reviendra. Alors, il embauche un berger à phare avec lequel il s'entendra très très bien. Malheureusement, celui-ci va décéder de la tuberculose assez vite, hein, du nom de Ali Aksinoum, qui va le balader et qui va lui faire découvrir notamment le site de Hadar. Il continue, 69, il accède à la basse vallée par la rive droite, pas de véritable piste. Il rencontre des chasseurs de crocodiles, il raconte tout ça. Il y a énormément de crocodiles hein, dans la Ouache à ce moment-là, énormément. Retour vers Addis Abeba, il retrouve Henrietta Limène et Chavaillon. Henrietta Limène est venue et il va lui présenter les sites sur lesquels Teilhard de Chardin a travaillé. En 70, il revient sur la basse vallée par la route des hauts plateaux. Il aura toujours des relations avec un camp d'Allemands. Il y a une société, la société Trapp, qui est en train de construire une route. À l'époque, il n'y avait aucune route. Hein. Les Allemands sont en train de construire une route. Ils s'entendent d'autant mieux avec les Allemands qu'ils parlent allemand. Sa femme est allemande. Donc, il revient sur le secteur de Hadar. Il rencontre en 71, il rencontre Taziev. Et là, Taziev lui permet de survoler, donc Taziev qui a de gros moyens, il a un hélico, il lui permet de survoler la basse vallée de l'Omo, et donc pour lui c'est intéressant. À un moment donné, il est tout seul avec son berger, Aksinoum, et il tombe sur des contrebandiers à phare. Ils sont à peu près 25, une centaine de chameaux. Ils sont en train de faire ce que a pu faire notre poète national Rimbaud un siècle avant. Ils font de la contrebande. Ils font de la contrebande et il dit bien si Aksinoum n'avait pas été avec moi, je pense que je ne serais pas revenu.
parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup, effectivement. Alors, que fait Taïeb à ce moment-là? Ben, il fait de la géologie et en fait, il réalise toute une série de profils, ce qu'on appelle des profils stratigraphiques. Il va de place en place, et puis il relève toutes les, toutes les strates, il relève euh, qu'il note sous forme sous forme de schéma, et pour essayer de raccorder tous les profils entre eux, il recherche ce que font les géologues en fait, ils recherchent ce qu'on appelle des nouveaux repères, enfin des nouveaux qu'ils pensent pouvoir retrouver à chaque fois. Alors, il a un certain nombre de niveaux repères, c'est notamment euh, du basalte, parce qu'on se trouve sur un secteur volcanique. C'est deuxièmement les tufs volcaniques, c'est-à-dire ce sont de minces couches de cendres volcaniques qui apparaissent comme des bandes blanches. Alors, il y en a trois qui sont séparés par quelques mètres. Ils les appellent triple tuf. Et puis, euh, il y a également le calcaire avec les ostracodes, c'est-à-dire le calcaire dans lequel il trouve ces fossiles microscopiques. Les ostracodes, ce sont des petits crustacés qui vivaient en eau douce. Et ce sont les indicateurs de ce fameux lac qui occupait le fond. Donc, il réalise ce qu'on appelle une datation relative. Datation relative, c'est-à-dire, ça c'est très facile, les, les couches inférieures sont les plus anciennes, et les couches supérieures sont sont les plus récentes. C'est ce qu'on appelle une datation relative. Il relève les fossiles, il va les montrer d'ailleurs, et il va les montrer notamment enfin, à Rambourg, qui lui dit 3 millions d'années, à peu près. Euh, et il cherche à situer effectivement l'ensemble des strates sur une carte. Il va mettre pratiquement 10 ans pour arriver à une. Il y a rien. Il y a pas de. Enfin, il n'y a pas de carte. Il arrive difficilement à obtenir des photographies aériennes. Euh, donc, c'est assez difficile. En 71, quelque chose de très important, c'est à Addis Abeba a lieu un congrès de préhistoire. Congrès de préhistoire auquel assistent Henriette Alimène, Coppens, enfin les Liquets, et puis beaucoup d'autres. Taïeb cherche en vain à rencontrer Coppens et finit par montrer les fossiles qu'il a rapportés, parce qu'il cherche toujours effectivement à dater à peu près ce qu'il trouve. Et il montre ça à Liquet, qui lui dit une nouvelle fois 3 millions d'années. Il dit à Liquet, mais je pourrais peut-être trouver des hominidés. Liquet, c'est Louis Liquet, c'est le père, qui lui dit, mon jeune ami, cherchez cherchez les artefacts, cherchez les pierres. Hein. Vous trouverez peut-être de l'homo à ce moment-là. Lui, il a dans l'idée homo. Il écrit, enfin Taïeb écrit, j'essaie en vain de parler avec Yves Coppens, spécialiste de paléontologie, oui en vain, parce qu'il est tout à la presse, ça c'est Coppens, entouré de journalistes qu'il était. Je ne faisais pas le poids, moi, avec mes problèmes scientifiques.
enfin Taïeb, lors de ce congrès, encadre 2 sorties de terrain. Une sortie à Belka Touré, il est scandalisé parce que, je vous ai dit, il n'y a pas de route, même pour aller à Belka Touré, qui était à 50 km. Eh bien, on aménage une route parce que le Négus, Haïlé Sélassié, va venir jusqu'à Belka Touré. Et sur tout le, sur toute la route, il voit tous ces gens qui crèvent la faim et qui se prosternent lorsque le Négus passe. Donc il est absolument scandalisé. Il fait une deuxième. C'est dans la moyenne vallée de la Vache, de la Ouache. Il emmène les personnes qui sont intéressées. Et donc, il va faire une première publication dans un journal éthiopien. Durant l'hiver 71-72, Taïeb cherche à monter une équipe pluridisciplinaire pour venir travailler à Hadar. Et là, il discute avec Coppens. Coppens accepte enfin de regarder ces fossiles. Et Coppens lui dit, écoute, moi je veux bien venir en paléontologie. Et Taïeb lui dit, mais moi j'aimerais qu'il y ait un paléo-anthropologue. On cherche. Et Raymond de Bonnefille dit, mais moi j'en connais un. J'en connais un. C'est un Américain. Donc vous voyez pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure. Et justement, il va venir à Paris. Si tu veux, je te le présente. Enfin, Bonnefille et Taïeb sont tous les deux dans le laboratoire d'Henriette Alimène, donc ils se voient. Coppens, quand il apprend ça, il connaît Johnson, puisqu'ils se sont vus sur la basse vallée de l'Omo. Un Américain, bon, je lui dis, mais tu peux me proposer quelqu'un d'autre. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a pas de paléo-anthropologue en France. Raymond de Bonnefille écrira à un moment donné, peut-être un peu pour se dédouaner, mais beaucoup parce qu'elle a raison, que des paléoanthropologues, en France, on en a. On en a. Mais ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur Néandertal et ils travaillent sur Sapiens, parce que c'est ce qu'on a, effectivement, c'est ce qu'on a chez nous. C'est ce qu'on a chez nous. Donc, pour ce qui est de chercher des hominidés à 3 millions d'années, donc on n'a pas. Certains diront, et Brunet, mais Brunet, il est paléontologue. Il travaille sur les mammifères en France et il viendra à la paléoanthropologie que sur le tard, après 40 ans. C'est-à-dire que quand il va s'intéresser à ce moment-là à la paléoanthropologie, Lucie, elle a été découverte il y a déjà 10 ans. Bon, donc ça vous explique un petit peu la raison pour laquelle on va se trouver. Alors, un mot, j'en ai parlé, aux États-Unis, dès la fin de la guerre, on va se trouver avec un véritable enseignement en paléoanthropologie. En France, les paléoanthropologues, ce sont ou des préhistoriens ou des paléontologues. J'ai cherché d'ailleurs un petit peu quels étaient les préhistoriens qui s'intéressaient aux fossiles d'hominidés. À l'époque, il y a de Lumley, dont vous avez entendu parler. Lui, il travaille à Altamira. C'est Altamira, point.
Il y a Rambourg, on en a parlé. À Rambourg, il décède en, je ne sais plus, mais à l'époque, il est mort là. Il y a François Borde. François Borde, moi j'ai bien connu puisque j'ai fait mon certificat de préhistoire chez lui à Bordeaux. Hein, et ce qui m'a permis d'ailleurs au passage de visiter la grotte de Lascaux, la vraie. Hein, moi je suis allé dans la grotte de Lascaux avec Borde. Hein, donc à l'époque, Borde, lui, s'intéresse essentiellement à l'outillage. Il y a Henri Breuil. Breuil, il s'intéresse à l'art pariétal. Il y a le roi Gourand. Le roi Gourand s'intéresse à tout ce qui est culture. Il y a Lotte, Henri Lotte, dont vous avez entendu parler, qui a découvert les peintures rupestres au Sahara. Soit dit d'ailleurs, ça c'est à côté. Quand je suis allé sur les sites algériens qu'avait découvert Henri Lotte, on trouve à un moment donné, c'est pour vous dire que rien n'est neutre quand même, j'avais été affolé. On trouve à un moment donné le tas de boîtes de conserve laissées par Henri Lotte durant toutes les années. C'est incroyable, incroyable. Il faut savoir qu'au Sahara, rien ne rouille, rien de c'est incroyable. Mais c'était des milliers de boîtes de conserve. Enfin bon. Il y a effectivement Pifto. Bon, donc, c'est pour vous montrer que finalement, effectivement, Maurice Taïeb, il n'avait pas tellement le choix. Alors les voilà là, voilà Taïeb et voilà Taïeb et puis Johnson. En 72, Taïeb montre le site d'Adar à Johansson et Coppens. Ça n'est pas une mission. Il leur propose, il leur dit je vous emmène, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Il passe 15 jours, effectivement, et Coppens comme Johansson sont absolument subjugués. On n'a jamais vu un truc pareil. C'est un cimetière de fossiles. Un mot, pour quelle raison? Je vous ai dit que tout le fond de cette rivière Awash avait été occupé par un lac, et on imagine donc à l'époque énormément d'animaux, mais aussi les hominidés, hein, qui viennent au bord de ce lac pour boire, pour chasser, etc. Et beaucoup vont se trouver piégés, et c'est la raison pour laquelle on a énormément de fossiles. Mais en plus, ce sont des fossiles très bien conservés. Donc, première campagne en 73, avec Taïeb, directeur, chef de mission, géologie, assisté de 2 co-directeurs, Coppens pour la paléonto et Johansson pour la paléoanthropologie. Près d'une dizaine de scientifiques, géologues, notamment américains, un américain de John Kalb, ça s'écrit comme ça, J-O, deux préhistoriennes du CNRS, des paléontologues, des paléoanthropologues, une paléontologue, des cartographes, un correspondant éthiopien et des employés locaux, plus Claude Guillemot. Alors, Claude Guillemot, c'est vraiment un personnage. Qui est-il? C'est un copain de régiment à Coppens. Et Claude Guillemot, en fait, il est peintre. Il est passé à Rome, à la Villa Médicis, et
Coppens va l'amener avec lui et Guillemot va être de toutes les campagnes dans la basse vallée de l'Omo et à Dar. C'est lui qui monte les tentes, c'est lui qui organise, etc. Et il va devenir un très bon préhistorien. Enfin, un très bon préhistorien. Oui, si vous tapez sur Internet Claude Guillemot, qui est toujours en vie, lui, hein, vous verrez peintre préhistorien. Donc voilà. Lui, il s'est formé sur le tas. Je note l'importance de Pierre Planck et Nicole Page parce qu'il n'y a pas de carte, pas de photo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il faut tout cartographier. Ce sont Nicole Page est spécialiste des photographies aériennes. Pierre Planck, lui, est ingénieur, ingénieur topographe. Donc voilà. Et puis, important, ils font bourse commune. Alors, c'est Raymond de Bonnefille, dans son ouvrage sur les pas de Lucie, qui écrit au départ à l'exclusion d'Yves Coppens, seul chercheur expérimenté, le groupe créé à l'initiative de Maurice Taïeb est initié par des thésards n'ayant pas encore fait leurs preuves. Ils n'ont pas passé leur thèse encore. Enfin, ni Taïeb ni Johnson. Hein. Ces dernières explorations de la phare reposent sur des arrangements entre copains qui bricolent un financement de fortune sur leur motivation commune. Raymond de Bonnefille va pourtant faire partie de l'équipe. Elle arrive sur le site le 31 octobre 1973 et elle écrit « Je suis époustouflé par la richesse en fossiles de sachant comment décrire l'émotion ressentie. » Donc, vous avez une idée de ce qu'est Hadar, mais je vais essayer de vous montrer un petit extrait de film qui sera réalisé en 1975, qui sera réalisé 2 ans plus tard, mais pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est le milieu. Ben, je suis bavard. Je l'ai. Il a usurpé. Attends, enfin. Mais j'ai compris qu'il voulait partir. Non, comme il est co-directeur. On peut monter le son là? Non, à droite. Non, à droite. Là. Non, ça doit être bon là. Ça doit être bon. Là. Alors, ici, nous sommes en 75. Le 15 octobre 1975, un convoi quitte l'ambassade de France de Addis Abeba en direction de la phare. Au cœur de cette région, au bord de la rivière Awash, la localité de Hadar, où allait commencer la 5e campagne de fouilles de la mission du CNRS, de la Fondation Singer-Polignac et de la NSF. Cette expédition est appelée YAR ou Expédition internationale de recherche de la phare. La dépression de la phare est une dépression fascinante. Ça, c'est Taïeb. Tazieff et son équipe ont montré comment le volcanisme est lié à la tectonique, c'est-à-dire aux failles et aux grandes déchirures. Déjà en 1967, les expéditions de Tazieff et Maridelli opéraient au nord du 12e parallèle. Pendant ce temps, je travaillais surtout au sud, près du bassin de la Wash. Ce qu'il y a de plus fascinant encore, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, le TT3. Alors,
à 30-40 cm du tuf numéro 2, Ah non, non, nous avons non, un niveau dans des argiles on est bien dans le film beaucoup plus stratifiées. loin. Nous avons un niveau à ostracodes. Mais ces ostracodes permettent de donner une idée Non, non, de l'écologie du enfin, lac. on a sauté tout le... Et là, on peut suivre il va d'années et même plus de 3 millions d'années. Oui. Et c'est une chose Non, on ne passionnante regardera pas tout. Hein. que de rechercher ces hominiens et de comprendre les environnements de ces anciens hominiens. Alors voilà, donc voilà la Wash là. Je vais faire de la géologie là-dedans. Hein. En 4 campagnes, le gisement de Hadar a déjà livré près de 200 restes fossiles appartenant à l'ancêtre de l'homme, l'Australopithèque, et à la plus ancienne espèce de l'homme lui-même. Avant la campagne de fouilles 1975, la découverte la plus spectaculaire fut, Vous les voyez les collines là, celle d'un squelette d'une jeune fille d'Australopithèque de 20 ans et de 3 millions d'années, appelée Lucie, n'ayant pas osé l'appeler Ève. Alors l'intérêt de la phare parmi tous les gisements qui ont ça c'est fourni Coppens. des Australopithèques, c'est que ce gisement est d'abord ancien, par rapport à, pas à tous, mais par rapport à beaucoup des gisements à Australopithèques, puisque par la faune et par les datations absolues par la radioactivité, on arrive à un âge qui est de l'ordre de 3 à 4 millions d'années. Ces gisements de la phare sont intéressants aussi parce qu'ils sont particulièrement étendus. Ils sont beaucoup plus étendus, par exemple, que ceux de l'Homo, que ceux de l'Olduvai, à peu près aussi étendus que ceux de l'Est du lac Rodolphe, peut-être plus. Ils sont intéressants parce que voilà ce sont campement, les là. gisements à Australopithèques Voilà les plus on septentrionaux arrêter, que l'on connaisse. Et en plus, ils sont très proches de la mer on peut arrêter Rouge, le film. c'est-à-dire que l'on... Donc vous avez... enfin, j'ai choisi ça pour vous montrer un petit peu l'aspect du lieu. C'est érodé, c'est vraiment érodé. Il y a des abados et donc voilà. Voilà, merci. Merci. Donc je reviens à 1973, découverte du genou lors de la première mission. Tout à fait à la fin. Johnson a demandé un financement de 120 ou 130 000 $. Il a obtenu 43 000 $. Il arrive en fin de mission, il n'a rien trouvé. Il se dit, j'ai tout dépensé. C'était 43 000 pour 2 ans. Quand je vais rentrer aux États-Unis, je sais pas. Et avec Tom Gray, en fin de mission, il tombe sur un genou. C'est-à-dire, vous voyez ce qu'il trouve là, finalement un bout de fémur, un bout de tibia. Bon. Et donc, il regarde ça de près, il dit à Tom Gray, enfin, est-ce que tu vois ce que je vois? Ça mange bien, bon, mais est-ce que tu vois? C'est un bipède. Bipède de 3 millions d'années, on connaissait à ce moment-là absolument pas. On ne connaissait pas. Donc, il se dit, ça y est, j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé... Mais pour être sûr que ce soit bien un bipède, que ce soit bien la bonne articulation, il faudrait que je trouve finalement un fémur et un tibia humain que je puisse comparer. Il y a des tombes à phare qui sont juste à côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller piller une tombe à phare, il va prélever un fémur. Alors, quand Coppens et Taïeb apprennent ça, ils sont fous furieux. Ils sont fous furieux parce que peu de temps avant, ils ont vu arriver des afares armés jusqu'aux dents et qui leur demandaient de décamper. Il a fallu négocier, etc. Et donc, ils se disent, si jamais les afares
apprennent que l'on a pillé une tombe, enfin, on est mal. Soit dit en passant, Johansson, quand les Éthiopiens le sauront en 80, Johansson sera interdit de fouilles en Éthiopie pendant 10 ans. Réflexion que leurs collègues de Tayeb et Coppens, réflexion désabusée de Raymond de Bonnefille qui a réalisé le profil. Alors, en plus, il est allé en Tanzanie voir les liquets, je parle de Johansson, pour montrer ce qu'il a trouvé. Et donc, Tayeb et Coppens apprennent par l'agence France Presse qu'il a été trouvé un genou à Hadar. Ils n'étaient pas au courant. Donc, vous imaginez qu'il tombe sur Johansson, il dit, mais attends, ça ne va pas. Donc, on publie tous les trois. Et pour bien dater, il faut, dans la publication, présenter le profil stratigraphique. Qui est-ce qui a réalisé le profil stratigraphique? C'est Raymond de Bonnefille. Raymond de Bonnefille pensait qu'elle allait être associée, et donc Coppens et Tayeb lui demandent son profil stratigraphique, et puis il ne s'occupe plus d'elle. Donc elle est un petit peu désabusée. Donc je passe rapidement. Vous avez ici le jeu. Vous avez ici. Ah bon, zut. Mais où j'en suis là? Voilà. Donc, mais vous avez ici un chimpanzé. Là, vous avez le genou qui a été trouvé par Johansson, et puis un genou. Alors, je passe rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu que la bipédie a quand même évolué. Vous avez en 1 le chimpanzé avec son attitude là. Vous avez en 2 les australopithèques, vous voyez un petit peu. Bon. Le Néandertal, quoi, est redressé, et puis l'homme moderne, avec le fait que la tête s'est redressée, le tronc occipital est venu en avant, vous avez les courbures, etc. Donc la bipédie a quand même beaucoup évolué. Alors, on arrive en 74. La mise en place se fait très difficilement. Ils sont pas encore partis, ils sont en France, Johansson et Tayeb, que d'abord Coppens leur a dit, moi cette année je peux pas venir. Hein. Et donc les Éthiopiens leur envoient un message en disant, c'est pas la peine de venir. On a donné l'autorisation de mission. À qui? À John Kalb. Donc l'Américain qu'ils avaient fait venir avec eux. C'est l'ambassade des États-Unis qui a magouillé pour que, alors ils partent tous les deux comme des fous à Addis Abeba, et donc ça va durer 15 jours. Hein. Bon. En plus, à ce moment-là, en 74, la révolution a commencé. Donc c'est pas triste, il y a des morts. Le soir, il y a comment appelle-t-on ça, un couvre-feu, il y a des morts toutes les nuits, etc. Donc, problème d'autorisation, problème d'approvisionnement, notamment quand ils arrivent sur place, il faut acheter l'essence, il faut des autorisations, il faut acheter des pâtes, ils se nourrissent avec des pâtes et des tomates, la sauce tomate. Hein. Ils ont du mal à trouver tout ça. Ils cherchent du plâtre et du papier hygiénique. Vous allez me dire pourquoi faire? Pour faire la même chose, le plâtre et le papier hygiénique. C'est-à-dire que le plâtre sert
à, quand il y a des fossiles qui sont un petit peu fragilisés, on les met dans le plâtre. Et ensuite, tous les fossiles, quels qu'ils soient, sont emballés dans du papier hygiénique, donc ils ont consommation de papier hygiénique effrénée, hein, et c'est pas facile à trouver à ce moment-là. Et après, c'est mis dans des caisses, c'est bloqué donc avec des journaux, et puis c'est expédié. Le financement est plus conséquent, notamment du côté américain. Toujours bourse commune, l'équipe est élargie. Enfin, copain est absent, il viendra que la première semaine. Et cette année-là sont d'abord découvertes deux mâchoires complètes d'hominidés. C'est vraiment le Graal. Les liquets viennent, on a entendu parler, ils viennent voir ce qui a été découvert. Ils viennent de découvrir un crâne en Tanzanie. Et en fin de mission, découverte de Lucie. On a vu au tout début. Alors, Lucie va devenir à ce moment-là vraiment une vedette internationale. La presse, les films, etc. Vous voyez, rédaction d'un premier article scientifique. Et puis, je listais un certain nombre de journaux, mais ah zut, voilà, 2025 cette année, Lucie, le squelette est en Éthiopie et n'est jamais sorti d'Éthiopie, sauf une fois aux États-Unis dans les années 2000. Et cette année, en 2025, Lucie a été présentée à Prague au mois d'août. Hein, et certains d'entre vous ont peut-être vu Johansson, qui effectivement était invité. Johansson fait un discours, et qu'est-ce qu'il dit? Lucie, c'est une cousine éloignée. Mais Lucie nous a montré que les hominidés sont originaires de l'Est de l'Afrique. Tous les hominidés sont originaires de l'Est de l'Afrique. Donc, dans le contexte actuel, en 2025, ça a quand même fait une certaine résonance. Enfin, deux questions. Nommer le fossile et dater. Nommer le fossile, le sexe, vous savez qu'on va l'établir à partir de la forme du bassin. L'âge, Lucie a des dents de sagesse pas usées, ce qui fait que Lucie, on en fait une femelle d'une vingtaine d'années. Elle est toute petite. Johansson dira, à chaque fois que je montrais mon fossile, la première réaction des gens, oh qu'elle est petite, 1m10, à peine 1m10. Elle présente des caractères hominiens, la bipédie, et puis une mandibule. Je vous ai fait remarquer la mandibule tout à l'heure, en fait elle est déformée, hein. Mais sur la forme de la mandibule, au début, Johansson voulait en faire un genre homo. Caractère d'Australopithèque, alors la denture est moitié singe, moitié homme. Hein. La capacité crânienne est très faible, et elle est de moins de 400 cm3, donc évaluée. Le prognatisme existe. L'étude sera réalisée pendant 4 ans par Johansson et White, qui en feront une espèce nouvelle. 78, on a vu ça. Comment dater le niveau? On ne va pas dater les fossiles eux-mêmes. On date les sédiments dans lesquels ils se trouvent, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Hein. Alors, vous connaissez d'abord la biostratigraphie, je vous en ai parlé. Les fossiles qui ont été trouvés, de l'éléphant reki,
l'ancêtre du cheval, c'est-à-dire l'Hyparion avec 3 doigts, tout ça, ça fait dire dès le début à Rambourg, à Liquet, à Coppens, tous dit 3 millions d'années, autour de 3 millions d'années. Mais il faut aller plus loin. La datation au carbone 14, c'est pas pertinent, parce qu'avec le carbone 14, on ne va pas plus loin que 50 000 ans. Et puis, donc il faut effectivement, il faut de matière organique. Et là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de matière organique. On va utiliser une autre technique, c'est la datation au potassium-argon qui se fait sur des roches volcaniques riches en potassium. Je signale au passage que c'est une technique qui a été imaginée par les Italiens parce que le volcanisme, ils savent ce que c'est chez eux, mais ça a été mis au point par les Américains en fait, les Anglais et les Américains. Il y a une autre datation qui sera utilisée, c'est l'inversion du champ magnétique. Il faut savoir que on sait que le champ magnétique, la Terre forme un aimant avec un pôle positif, un pôle négatif, un pôle nord, un pôle sud, mais au cours des temps géologiques, il y a eu régulièrement des inversions du champ magnétique avec le pôle plus en pôle sud. Bon, et donc, on a montré que, que Lucie a été trouvée dans des sédiments qui correspondent à l'inversion dite du mammouth. 3,3 millions d'années et 15. Zut. Alors, celui qui fera les datations, c'est Aronson. Donc l'Américain, il viendra sur place, il viendra. Bon, il est minutieux, il fait ses prélèvements, etc. Et il va dater le tuf volcanique, le triple tuf, je me trompe toujours. Il va dater à 2,63 millions d'années le tuf qui est au-dessus, et le basalte qui est en dessous à 3,75. Donc, Lucie se trouve entre les deux. En fait, la datation que l'on retient maintenant, c'est 3,15, dans ces eaux-là. Rapidement, je vous ai parlé quand même de cette mandibule. Ici, on a la partie supérieure. Et regardez un petit peu le singe, Hadar et l'homme moderne. Alors là, vous avez une mandibule carrée, là une mandibule, la nôtre, arrondie. Hein. Donc c'est un petit. Quand je vous ai fait remarquer que la mandibule de Lucie était en V. C'est ce qui faisait dire à Johnson, c'est un homo. C'est du genre homo. Or, c'est un fossile qui avait été déformé. Donc, ce qu'on a trouvé ensuite, c'est entre les deux. Voilà. La capacité crânienne, 380 cm3, vous voyez que c'est très faible, ce qui fait que Johnson, avec White, en fera une australopithèque. Troisième campagne d'Hadar en 1975, je passerai vite. Quand Johnson m'a montré la première articulation du genou, je lui ai demandé de retourner là-bas et de me trouver un animal complet. Fort obligeamment, il m'a rapporté Lucie. Je lui ai demandé d'y retourner une fois et d'aller m'en chercher mes sentiments. L'année suivante, il a trouvé papa, maman et les gosses. Effectivement, le site 333 va livrer à partir de 75-76 les restes de 12 individus, enfin tous regroupés, restes dominiens, mais pas d'animaux. Enfin, il demande à Taïeb d'enquêter sur les causes de la mort, éruption volcanique, noyade liée à une inondation subite. On reste plutôt sur cette deuxième hypothèse. Cette année-là, Coppens et son épouse, j'ai oublié de dire que Françoise Coppens, qui d'ailleurs vient de décéder au mois de juin dernier,
donc l'épouse d'Yves Coppens, le suit toujours quand il part en mission. Donc ils viennent tous les deux. Et problème avec Johnson ne peut pas encadrer Coppens. Il faut reconnaître que les Américains ne peuvent pas l'encadrer, mais Coppens, dès le début en 68, il a fait fort. C'est Raymond Bonfils qui raconte cette anecdote. Quand ils vont sur la basse vallée de l'Homo, il a beaucoup plu, ils vont mettre 2 semaines pour remonter depuis Nairobi jusqu'au site de la basse vallée. 2 semaines. Et à un moment donné, ils sont bloqués par. Alors, il y a 3 camions, il y a les Américains et les Français qui remontent en même temps. Hein. Il y a 3 camions et 15 véhicules tout-terrain, plus tous les scientifiques, les ouvriers qui ont été embauchés à Nairobi, qui sont avec eux. Ils arrivent à un moment donné, il y a une rivière en crue, les camions ne peuvent pas passer en pleine charge, donc il faut décharger les camions, passer le matériel donc avec les landes, passer ensuite les camions vides, remonter, recharger le matériel, vous imaginez. Or, il est midi, et Coppens, à midi, c'est l'heure du repas. Donc, Françoise Coppens balaye sous un acacia pour être à l'ombre, donc les épines, il fait toutes les épines, installe la table de camping, une petite nappe sur la table de camping, et les 2 fauteuils, et les voilà tous les deux. Les Américains sont outrés. Ils ne pardonneront jamais à Coppens. Alors, il fait Taïeb, il est toujours, c'est lui le directeur. Hein. Il organise un méchoui avec les affaires, bon, il y a des danses, etc. Et les photographies aériennes, il faut savoir qu'à pas très loin, à Tandao, il y a les Anglais ont une immense propriété sur laquelle ils font du coton. Et ils font traiter le coton par voie aérienne avec un insecticide. Hein, et ce sont des Polonais avec un appareil russe qui viennent traiter. Je vous ai dit que Taïeb était copain avec tout le monde, il va être copain avec les Polonais, il va les faire venir. Les Polonais lui disent écoute, on vient un dimanche, normalement, on ne travaille pas, on vient avec notre appareil, tout ce qu'on te demande, c'est de payer l'essence. Et donc, ils vont survoler le camp. C'est là que les photos que vous avez vues sur le film ont été prises. Mais Taïeb plante à 3, ils vont faire leur photographie aérienne. Il y en a un qui charge les appareils, un qui a calculé, il faut déclencher toutes les 3 secondes, etc. Donc, ils vont faire leur propre photographie aérienne et les réussir. Alors, j'ai été trop long. Apparition du genre humain. Voyons voir maintenant ce que représente Lucie dans l'évolution des hominidés. Les études paléontologiques et paléologiques ont montré une modification du climat et en conséquence un changement du type de végétation dans la région. Ces modifications se situent entre 2,6 et 2,3 millions d'années avec un climat plus sec qui correspond à une extension maximale des calottes glaciaires. Ça a été la découverte. On n'avait pas imaginé que le fait que les glaces aient occupé la plus grosse partie de l'Europe et de l'Asie ait pu avoir une conséquence sur l'Afrique. Ça a bien été le cas. Et on est passé alors d'une savane arborée à une steppe à granulés. C'est à ce moment-là que va apparaître le genre Homo accompagné d'un outillage. Alors, cette hominisation s'est-elle faite par le haut ou par le bas? On se trouve là avec
d'algarade, parce qu'ils vont se fâcher entre Richard Leakey, son père est mort à ce moment-là, et Johnson. Pour Leakey, l'hominisation se fait par le haut. Qu'est-ce qu'il entend par là? L'hominisation, dit-il, se fait avec l'évolution du volume crânien. Et donc, c'est parce que le volume de la boîte crânienne augmente que l'on va vers le genre homo et que l'hominisation, vers l'homo moderne, ça se fait. Pour Johnson, ce n'est pas le cas. Lui, dit-il, se fait par le bas. C'est-à-dire que pour lui, c'est la bipédie qui a entraîné l'hominisation. La bipédie a libéré les membres supérieurs, a libéré les mains, et avec les mains, ça va permettre effectivement de créer un outillage. En fait, on a bien l'ensemble. La bipédie, on sait maintenant qu'elle est très ancienne. Je vous rappelle que Brunet dit que son Toumaï, qui a quand même 7 millions d'années, est bipède. Je ne sais pas sur quel critère il se base. Mais on sait de toute façon que la bipédie est très ancienne. Le développement de la capacité crânienne et du cerveau, la conception d'outils de plus en plus évolués, l'apparition d'un langage articulé, je vais en dire un mot, la maîtrise du feu, modification du régime alimentaire, c'est-à-dire qu'avec l'hominisation, on va passer d'un régime strictement végétarien à un régime mixte, l'apparition de la culture, l'expression de la pensée symbolique et la socialisation, le dilemme obstétrical. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, la station de bipède, le redressement, fait que le bassin, en se redressant, rétrécit. Que le bassin étant plus étroit, la fenêtre sur le devant du bassin par lequel le fœtus passe au moment de l'accouchement se referme. C'est-à-dire que, en apparence, le fait d'aller vers une bipédie, vers un redressement, je vous ai montré tout à l'heure, c'est une impasse. C'est une impasse en termes d'évolution. Sauf si l'accouchement se fait avant le développement complet du fœtus. C'est-à-dire que chez les hominidés, la femme va accoucher d'un enfant qui n'est pas fini. Et on se trouve avec un système de néoténie. La néoténie, c'est le fait d'avoir des caractères embryonnaires chez l'adulte, chez le vivant. Alors, c'est ce qui va se passer. Et donc, le fait pour la femme d'aller accoucher, on parle quelquefois d'une larve. Quelquefois, en parlant d'un bébé, on dit c'est une petite larve. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ça veut dire que la mère et l'enfant sont totalement dépendants. Ils sont totalement dépendants du clan. C'est-à-dire que l'enfant et la mère sont pris en charge et que l'enfant va effectivement pouvoir grandir dans un environnement. Vous savez, actuellement, je fais l'évolution d'un enfant, c'est presque un quart, sinon plus d'un quart de la vie. Alors, un mot sur l'apparition du langage articulé. Vous avez ici la coupe chez un chimpanzé. On voit que le larynx est très bas, que la cavité buccale est de faible amplitude. Chez l'homme, donc le larynx, non, ici le larynx
et haut, si vous voulez, et les larynx descendent ici. Tandis que la qualité buccale devient plus importante. Et donc, ceci va permettre de descendre du larynx en rentrant dans la qualité buccale plus grande, production d'un grand nombre de combinaisons sonores, qu'on appelle des refrains, à partir d'un nombre limité de sons, un tiers de la surface du cortex moteur pour les muscles de la parole. Un tiers du cortex est dédié uniquement aux muscles qui permettent d'articuler. C'est énorme. Soit dit en passant, donc, un inconvénient que tout le monde connaît, c'est que un inconvénient, c'est que chez l'adulte, on ne peut pas à la fois déglutir et respirer. Lorsqu'on avale, donc la respiration est sautée, et vous savez que quelquefois, ça passe. Bon. C'est pas le cas. Je vous ai parlé de. C'est un exemple donné au tennis. C'est pas le cas. Un bébé. Tout le monde sait qu'un bébé, vous pouvez lui donner un biberon, il prend son biberon et il respire en même temps. Pourquoi? Parce que chez le bébé, à la naissance, chez le bébé, il est dans cette position-là, avec un larynx haut, et donc, et c'est petit à petit que l'évolution va se faire, et probablement, un petit peu plus loin. Et donc, je vous ai dit, ils se sont fâchés. Johnson et Dickey, et c'est en 2011 qu'ils vont se réconcilier. On voit ici Dickey et Richard, on voit Johnson, vous voyez qu'il a bien changé. Ils ont invité également Raymond Bonfils, et voilà la femme de Richard, Naïvé. Donc, ils se réconcilient en 2011. Donc, voilà un tableau qui me semble. Il a dit qu'elle était bonne. Elle était bonne. Voilà un tableau qui m'apparaît tout à fait intéressant. Vous avez présenté par différents. Vous avez ici, alors le Sahelanthropus sadensis, c'est Toumaï. C'est le Toumaï de Brunet. Vous avez des singes, Pithèque, c'est le singe. Bon, vous voyez apparaître ici, au Pliocène, à la fin du Pliocène, vers 4 millions d'années, 3 millions 5, vous voyez des Australopithèques. Alors, vous en avez toute une série. Australopithecus apparensis est là. Voilà. Et puis, en même temps, un petit peu plus tard, au Paléolithique, les parents propres, et on voit maintenant apparaître tous les homos. Homo rudolfensis, c'est celui qui a été trouvé par les litiers sur le lac Turkana, on voit du loup, c'est ça. Un homo qui a été découvert il y a simplement quelques années, c'est Denisovariensis. Vous savez avec quoi on l'a découvert? Un Titos grand comme ça. On avait donc à l'époque simplement une phalange. Le problème, là maintenant, c'est que maintenant, on a à notre disposition des techniques que n'avaient pas effectivement Sayed, Johnson, etc., donc à l'époque où ils sont sur la part, on a la génétique maintenant. C'est la génétique qui permet maintenant de différencier les différents groupes. Et ça s'appelle ici. Donc, vous n'avez pas de liaison entre eux. Je vous montre un autre graphique.
qui, là, par contre, montre les liaisons entre ces différents fossiles, et ceci vous montre qu'on se trouve avec une évolution qui est dite buissonnante, vous voyez bien le buisson, et pas du tout une évolution linéaire. Vous imaginez qu'autrefois, ce que l'on imaginait, c'était une évolution linéaire, c'est-à-dire un fossile qui donne un autre fossile, Bon. Et on cherchait toujours le fameux chaînon manquant. C'est pas du tout ça. Conclusion, la découverte et la description des fossiles d'hominidés, et spécialement de Lucie, serait confortablement mettre à la charge des Américains, emmenés par Johnson évidemment. À noter que l'analyse et l'inscription de 78, Yves Coppens est co-auteur de la publication, ce qui en fait le co-découvreur. Mais en fait, je vous ai montré, il n'est pas sur place. Il ne vient pratiquement pas à Hadar. Il fait tout un tas de choses, fait Coppens. Bon. Les scientifiques français ont sans doute souffert du manque de moyens, notamment en matière de paléoanthropologie. J'ai insisté tout à l'heure là-dessus. Ils ont par contre été performants dans les autres disciplines, géologie, paléontologie, palynologie, disciplines moins médiatiques effectivement. À partir de 1980, les autorisations de fouilles ne sont plus accordées. Les fouilles sont l'œuvre d'Éthiopiens, notamment Johannes Haile Selassie. C'est un scientifique qui en fait est rattaché au laboratoire de Johansson à Cleveland, encadré par les Américains, notamment Tom White. Les Français, à partir de 80, n'auront plus aucune autorisation, c'est-à-dire que les fouilles continuent, toujours maintenant, mais que les Américains n'ont jamais renvoyé l'ascenseur aux Français. Et donc, c'est ainsi qu'une jeune femelle, 3 ans, du nom de Selam, est découverte en 2000, également à Hadar. Elle est qualifiée de fille de Lucie par la presse, par les journalistes, alors qu'elle a vécu 150 000 auparavant. Bon, les journalistes, ils ne sont pas ça près. Voilà, alors je termine ici par un dessin humoristique qui est l'œuvre de Pierre Laurent, qui était le dessinateur au sein du laboratoire de François Borde. C'est au sein de ce laboratoire que j'ai pu, il y a de ça très longtemps à l'échelle des temps humains, mais c'est rien du tout à l'échelle des temps géologiques, que j'ai pu faire mon certificat de préhistoire. Voilà. Oui, qui a été long, mais c'est très intéressant. Il y a l'histoire.